Bonjour à toutes et à tous. Les confidences littéraires par Nathalie Vigne pour In the Mood for Books ont la chance de venir aujourd'hui à la rencontre de l'écrivain Miguel Bonnefoy à l'occasion de la sortie de son dernier roman Héritage, publié aux éditions Rivage. Bonjour Miguel Bonnefoy. Bonjour. Je me propose pendant cette petite heure que nous allons passer ensemble d'aborder avec vous votre actualité et votre dernier livre Héritage, les œuvres littéraires et les auteurs qui ont marqué et jalonné votre parcours de lecteur, d'écrivain, votre panthéon littéraire, vos coups de cœur littéraires récents ou moins récents, les livres qui vous ont touché, bouleversé, interpellé pour des raisons diverses, la musique qui vous accompagne et qui vous emporte en ce moment en particulier, les films, réalisateurs et ou séries qui vous ont récemment touché, puis quelques questions sur votre rapport à la littérature et à l'écriture. Et enfin, dans la dernière partie de notre entretien, je vous demanderai si vous avez ici un objet auquel vous êtes particulièrement attaché et pourquoi, si vous avez un message particulier à partager avec nous. Et pour finir, je souhaiterais que vous nous lisiez quelques pages de votre dernier livre, si vous en êtes d'accord. Merci. Miguel Bonnefoy, vous êtes né en France, d'une mère diplomate sud-américaine et d'un père romancier chilien. Vous avez pour autant grandi au Venezuela et au Portugal en y suivant une scolarité dans des lycées français. C'est d'ailleurs dans ce pays tout entier de mangues et de batailles, comme vous le dites si joliment, que vous entrez dans la vie active à l'Alliance française de Caracas, où vous avez travaillé comme professeur de français et organisateur de forums cinématographiques de la Foire du Livre. Vous partagez donc vos racines entre la France, le Chili et le Venezuela et portez haut la flamme du réalisme magique latino-américain que j'aime tant. Vous placez votre œuvre sous la double influence du réel merveilleux d'Alejo Carpentier et du réalisme magique de Gabriel García Márquez et de Jorge Amado. Vous vous êtes d'abord illustré dans le registre de la nouvelle. En 2009, vous remportez le Grand Prix de la Nouvelle de la Sorbonne avec La Maison et le Voleur. En 2011, Naufrage est sélectionné pour le prix de l'Inaperçu 2012. La même année, vous êtes diplômé de la Sorbonne pour vos travaux sur Romain Gary et Aragon. En 2013, vous êtes lauréat du prix du jeune écrivain de langue française pour Icare et autres nouvelles. Le Voyage d'Octavio, votre premier roman, publié en 2015 aux éditions Rivage, est finaliste du prix Goncourt du premier roman. Ce roman sera multi-récompensé en 2015. Le prix Edmé de la Rochefoucauld, le prix Lille au Livre, le prix Fénéon, le prix de la Vocation, la mention spéciale prix des 5 continents de la francophonie. Rien que ça. Oui. En 2016, les éditions Paulson ont publié Jungle, le récit de votre vertigineuse expédition dans la jungle vénézuélienne au cours de laquelle vous avez effectué un rappel de 950 mètres dans la plus haute cascade du monde. En 2017, Sucre Noir, traduit dans une dizaine de pays, est finaliste du prix Femina et reçoit le prix 1000 pages 2017, le prix Renaissance, le prix des lycéens de l'Escale du Livre de Bordeaux. Rien que ça, à nouveau. En 2018-2019, vous êtes pensionnaire à la Villa Médicis. Vous nous revenez aujourd'hui avec un nouveau roman Héritage, publié aux éditions Rivage. Ce roman est une véritable saga familiale franco-chilienne qui, en 206 pages et 10 chapitres, fait montre d'un sens de la narration hors du commun. Nous sommes dans une maison à Santiago du Chili qui a accueilli plusieurs générations de la famille des Lonsonniers. Arrivé du Jura avec un pied de vigne dans une poche et quelques francs de l'autre, le patriarche y a pris racine à la fin du 19e siècle. Son fils Lazare, de retour de l'enfer des tranchées, l'habitera avec son épouse Thérèse. C'est là que naîtront les rêves d'envol de leur fille Margot, pionnière de l'aviation. Je n'en dis pas plus, vous allez nous en parler un tout petit peu plus tard. Dans cette fresque éblouissante qui se déploie des deux côtés de l'Atlantique, vous brossez le portrait d'une lignée de déracinés, dont les terribles dilemmes habités par les blessures de la grande histoire révèlent leur profonde humanité. Héritage est le roman du déracinement et de la deuxième chance, de l'opposition entre force de vie et force de destruction, de l'exaltation des rêves et du désenchantement. Vous terminez la dernière page de ce roman sonné, ébloui et ému. Les images, parfums et personnes qui y sont convoquées vous hantent longtemps. Vous exprimiez en 2013, à la faveur du prix qui vous a été décerné pour Icare, « Je suis un athée ivre de Dieu, comme un musicien ivre de silence. C'est pourquoi j'ai toujours été fascinée par l'idée d'une destinée propre à chaque homme, sans tomber dans le destin chrétien propre à Jésus. Oui, je crois qu'on n'échappe pas à une fatalité féconde ou pas, et que nous sommes sans cesse tendus vers son aboutissement. » Miguel, force est de constater que vous continuez en particulier dans votre dernier roman à creuser ce magnifique sillon avec maestria. Cher Miguel Bonnefoy, pouvez-vous nous parler de votre nouvel opus, de sa genèse? C'est à vous. Bien sûr, merci. Merci, c'est une très belle parole, Nathalie, bravo. Et
Pour Héritage, je voulais essentiellement sortir de l'oubli une histoire qu'on connaît peu, qui est celle des Français au Chili. Fin 19e, à la crise du phylloxéra, mais aussi sans doute pour des raisons de changement politique en France, pour des affaires de guerre intestinale, pour des luttes fratricides, ou pour tout simplement une famille qui était liée au déboisement. Il y a énormément de jeunes célibataires, de familles qui décident de partir de France dans des navires en fer, partir de Saint-Nazaire ou du Havre pour aller soit en Argentine, soit au Brésil, soit au Chili, soit à la Napa Valley pour replanter des pieds de vigne sur les flancs de la cordillère ou tout simplement dans les vallées, dans les pentes, dans les versants de la Californie. Par un accident de l'histoire, j'imagine tout simplement qu'un de mes personnages, en passant par le détroit de Magellan, est obligé de faire escale à Valparaíso, au Valle Central, près de Santiago, et là il s'installe, et petit à petit va créer une sorte de petite France à l'étranger, dans laquelle il va devenir franco-maliaque, francophile, se marie entre Français, ont des enfants français, créent des écoles françaises, et finissent par vivre à la française, au point que c'était des gens qui connaissaient parfaitement la Sorbonne alors qu'ils n'avaient jamais mis les pieds. C'est des personnes qui savaient exactement comment marcher depuis la Bastille ou à Saint-Michel, dans quelle rue prendre, quelle ruelle prendre alors qu'ils n'avaient jamais mis les pieds à Paris. Des personnes qui continuent à parler, par exemple, du contrat social de Rousseau, alors que ça faisait un demi-siècle qu'il avait été publié, mais eux le voyaient comme une publication récente. Des gens qui pouvaient lire dans le journal qu'il pleuvait à Paris et alors sortir chez eux, alors qu'il faisait soleil, avec un parapluie. Ils vivaient comme des exilés, c'est-à-dire à 12 000 km de distance, comme s'ils étaient encore en France. Au point que lorsque la nouvelle de la Première Guerre mondiale est arrivée jusqu'au Chili, eh bien, leurs enfants, qui eux ne connaissaient pas la France, ont senti qu'il fallait absolument retraverser l'Atlantique pour aller servir leur pays et défendre un drapeau qu'ils ignoraient et se battre pour un territoire qu'ils ne connaissaient pas. C'est là alors où je me suis imaginé le début de cette histoire qui mêle de culture, de tradition, de mœurs, de continents, de pays que tout semble séparer et qui pourtant se mêlent comme ça à la communauté du siècle avec une force éblouissante et splendide. De là, bien sûr, tu décides de t'épauler sur la tradition familiale, puisque la scène du puits d'eau est une scène qui est réellement arrivée, il semblerait à mon grand-père Émile Bonnefoy, et Thérèse a réellement existé, la fabrique d'hosties a réellement existé aussi. Il y a quelques personnages comme ça qui se dressent dans ma mythologie familiale, d'autres qui se retrouvent dans la constellation de l'histoire avec un H majuscule, comme par exemple Margot Duhal, qui est cette aviatrice franco-chilienne, dont on parlera peut-être un petit peu plus tard, et le reste, il a fallu en effet en faire une sorte de mélasse, une sorte de cocktail, ou jouer dans un creuset avec de la fiction pour pouvoir encadrer tout ça. Ce que je trouve beau, c'est de se rendre compte comment dans ce combat titanesque et en même temps silencieux qu'il y a entre la réalité et la fiction dans les livres, tu te rends compte en effet que la réalité gagne toujours, puisque la réalité n'a pas les pudeurs de la fiction, non ? Mais la fiction est là pour quelque part la brider, pour lui mettre des rênes, pour s'occuper d'en créer un échafaudage ou un squelette pour que ça ne parte pas dans tous les sens. Si je me mettais réellement à raconter mon histoire familiale comme elle a été, on me dirait « Non, mon ami, tu mens. C'est pas possible. » Eh bien oui, c'est absolument possible. La fiction alors arrive en mentant pour finalement enlever, éliminer, dégraisser des choses de la réalité pour pouvoir en faire un livre de 206 pages qui se tient. Donc c'est quand même paradoxal et beau, contradictoire presque, de se rendre compte que finalement il faut de la fiction pour que la réalité puisse être dite. Il faut mentir pour mieux dire la vérité. Et ça, c'est quelque chose que je trouve sublime, et important, et essentiel, capital, mais aussi nébuleux et onirique dans la littérature. Si juste et à la fois si injuste. De ça alors parle Héritage. L'idée était de pouvoir rendre hommage non seulement à ma famille, également faire un travail fictionnel, mais aussi, bien entendu, de parler de cette France qui a été migrante autrefois, qui elle aussi a connu le mouvement, a connu le déplacement, a connu l'exil, a connu la douleur de la migration. En parlant de migration, il faut bien sûr parler d'accueil, et c'est là où tu te rends compte que dans les années 70, le livre commence en 1873, finit en 1973, avec l'arrivée du dernier Lonsonnier, et dans les années 70, lorsque la France a accueilli tant d'exilés politiques
de la dictature de Pinochet ou de Videla ou de la dictature brésilienne ou, je sais pas, des sandinistes, eh bien tout à coup, ils ont pu s'installer, avoir une maison, se marier, donner de l'éducation à un jeune garçon comme moi qui aujourd'hui écrit cette histoire et qui est en train de rendre un demi-siècle plus tard la générosité d'autrefois. Je pense que c'est beau alors d'avoir une forme de gratitude envers la France et ça fait réfléchir à tous les migrants qui se retrouvent aujourd'hui aux portes de l'Europe qui eux peut-être ont quelque chose à apporter pour participer et contribuer au patrimoine culturel de France dans les années à venir. Merci, merci Miguel.